Bonjour à tous. Nous allons présenter aujourd'hui donc un webinaire avec Jérémy Kolika, qui est notre Head of Asset Controlling chez Baloise et qui est là, qui est donc en face de moi, mais sur la photo, et Joséphine L'Oréal, qui est responsable de la distribution chez Astorg, fonds de private equity. On a à peu près 45 minutes de présentation. On a des questions, une série de questions possibles à la fin de la présentation. Posez les questions dans le chat. On a un modérateur en fait qui se chargera de traiter les questions et on les traitera nous-mêmes à la fin de la présentation. Moi, j'ai pas de retour vidéo, donc je ne me vois pas. Je suis le maestro, donc c'est moi qui vais passer les slides et je vais gérer le déroulement de la présentation. Je commence rapidement sur le groupe Baloise pour ceux peut-être qui nous connaissent pas ou moins. Au niveau des chiffres, on a les derniers chiffres actualisés au niveau du groupe. Donc Baloise, compagnie d'assurance suisse de Bâle, comme son nom l'indique. On est présent donc en Suisse, notre maison mère, à Luxembourg, en Belgique et en Allemagne. Aujourd'hui, nous sommes depuis notre siège luxembourgeois, notre nouveau siège luxembourgeois à Wouden. Au niveau du groupe, on a un groupe d'environ 8000 collaborateurs avec une marge de solvabilité de 240% et un rating Standard & Poor's confirmé de A+, ce qui nous classe parmi les compagnies d'assurance les plus sûres du marché européen au niveau du classement. Au niveau de Luxembourg, donc on est présent à Luxembourg depuis plus de 150 ans. On a aussi donc le même rating du groupe et une marge de solvabilité Luxembourg uniquement de 137%. On couvre depuis Luxembourg 10 marchés européens sur tout ce qui est LPS, libre prestation de services, ce qui nous permet en fait de pouvoir proposer des contrats d'assurance vie dans les différents pays européens sans avoir à se réenregistrer dans chacun des pays. Et donc, on a des équipes ingénierie patrimoniale, légale, back-office, middle office, donc, qui traitent les différents pays et qui sont souvent donc natifs au niveau de la langue des pays, ce qui nous aide à avoir une couverture et une expertise accrue sur les pays. Au niveau des actifs sur Luxembourg, donc ça c'est la ventilation de notre collègue. Donc les chiffres ont été actualisés récemment, donc c'est les chiffres 31/12/2022. Donc on a 12,3 milliards d'encours ici sur Luxembourg. On parle que de la LPS, des contrats d'assurance vie, contrats de capitalisation, avec une ventilation au niveau des encours, 21% sur la France, 21% la Belgique, 25% le Portugal, qui sont nos trois gros pays de collecte, suivi par l'Italie, 8%, 2% l'Espagne, 12% Luxembourg, 5% l'Allemagne, 6% autres. Italie qui est un peu sous-représentée ici, parce qu'on a une grosse équipe italienne aussi qui travaille avec notre carrière qui se trouve au Liechtenstein, Baloise Liechtenstein, qui a d'autres produits qui ne sont pas consolidés ici sur la collecte, mais qui nous permet également d'être présents sur le marché italien. J'entre dans le vif du sujet ici tout de suite pour vous parler un petit peu du thème du webinaire, donc le private equity dans les contrats d'assurance vie luxembourgeois. Et je suis tombé donc cette semaine, c'est la news qui vient de tomber sur les téléscripteurs en fait de l'AFP. Une étude menée par Research in Finance auprès de 892 sélectionnaires de fonds européens sur donc les anticipations de collecte des particuliers et des privés sur le segment du private equity. Et donc, on voit que 22% des particuliers européens ne sont toujours pas exposés au non-coté. 11% des particuliers et 7% des institutionnels ont augmenté leur exposition dans le capital investissement au cours de l'année dernière, plus 16% au niveau du Benelux. Là, on parle de la France et de l'Europe, en fait. Donc, à l'avenir, pour le capital investissement en Europe, on estime, l'étude en tout cas estime, 12% des investisseurs prévoient d'augmenter leur exposition, 4% des institutionnels prévoient d'augmenter leur exposition. Alors voilà, je vais passer, avant de passer la main, je vais juste faire un petit rappel sur la classe d'actifs du private equity. Donc, ce n'est pas une classe d'actifs qui est nouvelle en soi. Elle a connu un gros boom suite finalement à la période de Toba qu'on a connue ces 10 dernières années. Donc, on a effectivement une classe d'actifs qui est assez stable. Elle est stable du fait qu'il n'y a pas de cotation. Mais pour faire un petit clin d'œil, c'est le Festival de Cannes, donc les amoureux du cinéma. Quand vous regardez le film Pretty Woman, vous avez Richard Gere qui fait déjà du private equity. Quand vous l'écoutez dans le film, en fait, le private equity, à l'inverse finalement du public equity, c'est simplement le fait d'avoir des sociétés qui ne sont pas cotées
en bourse. Et le terme coté, c'est bien ce qui va nous intéresser sur une grosse partie de la présentation. Le côté illiquide, donc il n'y a pas de cotation régulière sur un marché réglementé. Et donc, vous êtes effectivement avec des acheteurs souvent de gré à gré, ce qui vous permet d'accéder à des sociétés qui sont en phase de développement ou qui sont sur certaines classes économiques, géographiques ou thématiques, en fait. Sachant que la base reste une société, la valeur ajoutée, que ce soit au niveau public ou au niveau private equity, reste une société qui crée de la valeur en sous-jacent, qui peut être dans la tech, dans la biotech, dans les télécoms, etc. On a d'ailleurs un exemple, les deux mondes se complètent, le private equity et le public equity, par le fait que des sociétés qui sont en private equity peuvent à un moment donné faire une introduction en bourse et devenir cotées, et des sociétés qui sont cotées en bourse peuvent se retirer. On a l'exemple avec Somfy, les stores, vous savez, au début de l'année, la famille qui détient donc les parts, qui étaient cotées en bourse depuis pas mal d'années, ont retiré la société de la cote pour se retrouver finalement du coup de public à private equity. Voilà un petit peu pour le petit topo. Je passe la main à Joséphine qui va nous présenter de manière un peu plus détaillée le métier du private equity, les différents segments. Merci Nicolas. Merci pour l'invitation et merci pour cette introduction. Alors là, on parle de Richard Gere et de Pretty Woman. Je vais peut-être être un peu moins glamour, désolé. On m'a demandé de parler du private equity et de l'univers dans lequel on se trouve actuellement, qui est un univers qui est chahuté, ça vous aura pas échappé. Et finalement, est-ce que c'est le bon moment pour investir, notamment sur le private equity? Comment faire pour, dans cette période d'incertitude, investir judicieusement? Alors, encore une fois, beaucoup d'entre vous se posent la question: est-ce que c'est pas trop tard pour investir dans le private equity? Est-ce que c'est pas un effet de mode? Est-ce que c'est pas trop cher? Et cetera. Alors, je vais essayer de vous donner un maximum d'éléments de réponse, vous parler de l'intérieur de ce qui se passe dans un fonds de private equity. J'ai pas de boule de cristal, mais peut-être avant d'essayer de donner des éléments de réponse, je voulais, vous dire quelques mots sur Astorg et ses caractéristiques. Alors Nicolas, si tu peux simplement mettre sur la slide d'Astorg. Voilà, merci. Alors Astorg, je ne sais pas si tout le monde nous connaît, en tout cas, on est un des acteurs de référence du private equity, du capital investissement français en Europe. On est spécialisé sur les opérations de ce qu'on appelle du LBO, c'est leverage buyout, capital transmission, au niveau pan-européen. Alors Astorg, cette société de gestion, a été fondée maintenant il y a 25 ans, donc on a un historique assez intéressant et on peut voir comment on s'est comporté dans des phases très différentes de marché. Et à l'origine, en fait, c'est un spin-off du département Private Equity M&A qui était au sein de la compagnie financière Suez. Donc ça remonte à quelques années et d'ailleurs pour la petite anecdote, Suez avait son siège social à l'époque rue d'Astorg, d'où le nom Astorg. Même si aujourd'hui on ne se trouve pas du tout rue d'Astorg. On gère 20 milliards d'euros, donc on est un acteur assez important et peut-être ce qui est important aussi que vous ayez en tête, c'est que Astorg a bâti sa réputation depuis 25 ans, au départ exclusivement ou quasi exclusivement sur une clientèle très institutionnelle et assez internationale. C'est-à-dire que le gros de nos investisseurs, de nos clients, sont des fonds de pension américains, des fonds souverains en Europe du Nord, etc. Alors heureusement, depuis quelque temps, les choses évoluent, les choses changent et désormais, vous allez avoir accès à l'expertise d'Astorg. Alors nous, on pense que c'est une très belle opportunité pour vos clients parce que en fait, on a un profil de risque, couple rendement-risque extrêmement optimal et intéressant, notamment pour des investisseurs privés. Je vais vous donner 2 chiffres qui me paraissent importants. Le premier, c'est 27%. 27%, c'est le TRI moyen, alors c'est en brut, je parle en brut, depuis 25 ans. Donc comme je vous l'ai dit, hein, on a traversé différentes phases, mais en moyenne, on a délivré 27% par an à nos investisseurs. Alors ça peut sembler presque trop beau pour être vrai, un peu vertigineux, mais les chiffres, et on peut après aller dans le détail millésime après millésime. Il y a un deuxième chiffre qui est très important, c'est notre capacité, et je vais vous donner après le chiffre, notre capacité à résister dans les périodes de baisse de marché, la capacité à préserver le capital. Et je pense que ça correspond parfaitement, à mon avis, à la problématique de vos investisseurs. En d'autres termes, aujourd'hui chez Astorg, on est très fiers d'afficher le plus faible taux de perte en capital du marché, qui est à 1,7%,
Pour vous donner un ordre d'idée, dans l'univers de concurrentiel d'autres acteurs du private equity, on est plutôt entre 15 et 20. Donc, on a la capacité chez Astorg à la fois à offrir de la performance solide, régulière et stable, millésime après millésime. Ça, c'est une première chose. Et la seconde chose, c'est la capacité à éviter les accidents. Et comme on est sur des portefeuilles assez concentrés, c'est vrai qu'on est très, très, très vigilant là-dessus. Alors comment on fait? Alors c'est pas magique. Je pense qu'une des réponses, au-delà de l'équipe qui est évidemment, on est dans des métiers, d'hommes et de femmes, donc c'est extrêmement important d'être entouré des meilleurs au niveau de l'équipe d'investissement et aujourd'hui chez Astorg, on est quasiment 150 personnes, dont la moitié spécialisée dans l'investissement. Mais c'est peut-être, une des clés de succès, c'est finalement cette stratégie d'investissement qui est extrêmement focalisée. Je m'explique. Le type de deal Astorg, il est facilement identifiable et réplicable. On est assez monomaniaque. On cherche un type de deal. Ce sont en fait des leaders globaux en B2B sur des marchés de niche. Alors, ça veut dire quoi? Des leaders, tout le monde comprend. Et nous, on est convaincus que quand vous allez chercher le numéro 1 ou le numéro 2 d'un marché, bah, vous avez à la fois, un côté très différenciant, des barrières à l'entrée et ça vous permet aussi dans les périodes difficiles de pouvoir, mieux vous comporter et quitte à aller, finalement racheter, vos concurrents qui sont, plus en difficulté. Donc les leaders, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Globaux versus local, puisqu'on pense qu'il ne faut pas être trop dépendant d'une économie. On ne veut pas être dépendant d'une économie locale ou d'une zone géographique. C'est pour ça qu'on veut vraiment chercher des entreprises qui ont un chiffre d'affaires global. En B2B, pour éviter en fait le B2C, parce que le consommateur final est plus volatile, il va plus être, influencé par les effets de mode et on va moins pouvoir répercuter la hausse des prix, ce qu'on appelle le pricing power, que si on est sur du B2B. Et enfin, d'être sur des marchés de niche, porteurs évidemment, en forte croissance, parce qu'on pense que d'être sur, profiter des grandes tendances structurelles et de pouvoir, capter cette croissance, quand vous allez chercher les meilleurs secteurs les meilleures entreprises dans les meilleurs secteurs, bah, c'est forcément quelque chose de très positif. Donc nous, on cherche vraiment la croissance et les entreprises assez exceptionnelles de très belle qualité. Sur 4 secteurs, la santé, la tech, l'industrie et les services aux entreprises. Alors, vous allez me dire finalement quand on regarde les 4 secteurs que vous couvrez chez Astorg, c'est 80 du PIB, mondial. Vous avez raison, mais en fait, la spécificité, c'est qu'on va, sur chacun de ces secteurs, se concentrer sur quelques sous-secteurs qu'on a définis en amont et justement qui bénéficient de ces grandes tendances structurelles. Ce qui fait que chaque équipe d'investissement, chaque personne dans l'équipe d'investissement est spécialisée sur un sous-secteur et connaît parfaitement son écosystème et du coup, beaucoup plus à même, à la fois pour parler le même langage que l'entrepreneur qu'on va essayer de convaincre, de déterminer, de cibler les plus belles entreprises dans ces secteurs et comprend parfaitement les problématiques pour mieux accompagner l'entreprise. Voilà un petit peu, en quelques mots, les caractéristiques d'Astorg et de sa stratégie d'investissement et ça, on fait ça depuis 25 ans. Merci. Alors, je voulais quand même rappeler, finalement notre raison d'être, l'objectif de notre métier. Alors c'est vrai pour Astorg, mais d'une manière plus globale, c'est vrai pour l'industrie quand même du private equity. Nous, notre but, il est assez simple, c'est d'accélérer la croissance, le développement des entreprises qu'on acquiert. Alors, pour ça, alors nous on finance et on accompagne, hein, des entreprises non cotées en bourse, comme le disait Nicolas. Pour rappel, c'est 90 des entreprises dans le monde qui ne sont pas cotées en bourse. Ça, c'est une première chose. Alors, en fonction du stade de vie de l'entreprise, elle va avoir des besoins très spécifiques. Chez Astorg, nous, on se concentre sur le capital transmission, ce qu'on appelle le LBO. Le capital transmission, c'est des entreprises qui sont en bonne santé, établies, solides. Et pour vous donner un petit peu des chiffres concrets, dans notre stratégie large cap, là, le fonds qu'on est en train de lever actuellement, en moyenne, on est sur des valeurs d'entreprise autour du milliard, donc on est quand même sur, des beaux bébés, si je puis parler ainsi, environ 1 milliard avec un EBITDA entre 40 millions et 250 millions d'euros. Donc on est vraiment sur des entreprises en très bonne santé, qui gagnent de l'argent et qui sont déjà là depuis, quelque temps et finalement, alors on peut se dire: «Mais pourquoi avoir besoin de vous si jamais elles sont en bonne santé?» et cetera. L'idée, c'est à chaque fois d'essayer de libérer tout le potentiel de l'entreprise et de l'aider à passer à l'étape d'après. Alors, je pense que ce qui nous différencie pas mal du monde du coté,
même si je veux pas les mettre en opposition parce que je pense que les 2 peuvent tout à fait cohabiter, mais c'est, la vision long terme. On a une approche au temps qui est très différent. Nous, quand on achète une boîte, déjà, on est actionnaire majoritaire et on est là pour s'unir. En général, c'est entre 4 et 6 ans, la moyenne de détention, pour s'unir, donc sur un horizon de temps quand même, assez long et pour essayer d'avancer main dans la main. C'est vraiment un mariage, alors plutôt un mariage d'amour, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, pour avancer main dans la main avec, finalement, des objectifs définis ensemble avec l'entreprise et l'actionnaire, savoir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut aller et comment on y va. Donc on a vraiment une feuille de route assez claire et si on atteint les objectifs et on fait tout pour atteindre les objectifs, tout le monde, en fait, a intérêt à aller dans le même sens parce qu'il y a un alignement d'intérêts qui est extrêmement forte pour tous les parties prenantes. On a une gouvernance active. Ça, c'est fondamental. Chaque fois qu'on achète une boîte, donc comme je vous le disais, on est principalement actionnaire majoritaire, on a systématiquement un siège au board. On a la capacité d'action. Ça veut dire qu'on peut tout à fait on va challenger l'entreprise, les dirigeants sur la stratégie. On est capable de mettre en place une nouvelle stratégie, une nouvelle organisation, de nouvelles équipes. Tout ça, on va le faire ensemble, évidemment, mais on a vraiment une capacité d'action et on n'est pas juste, passif. Ça, c'est très, très important. Optimisation à la sortie, on choisit quand et à qui on vend. Ça aussi, c'est fondamental. Typiquement aujourd'hui, excusez-moi, chez Astorg, on a, des offres sur des entreprises qu'on détient, des offres qui sont fermes et qu'on a déclinées parce qu'on pense que nos entreprises peuvent aller plus haut, on peut la vendre plus cher et on pense que dans l'environnement actuel, on peut attendre pour pouvoir en tirer plus. Donc on a vraiment c'est nous qui choisissons et pour vous donner en fait, en gros, il y a 3 sorties possibles donc pour une entreprise, sous LBO. La première, c'est, le rachat par une entreprise, donc c'est ce qu'on appelle un deal industriel. Ça peut être sinon, un fonds de LBO ou enfin une introduction en bourse. Sachant que l'introduction en bourse, c'était un petit peu le Graal il y a quelques années, aujourd'hui, c'est plus du tout vrai parce qu'en fait, on a exactement ce que disait Nicolas, le phénomène inverse où on voit en fait beaucoup de boîtes cotées qui sortent de la cote. Donc, je dis en souriant: «La cote n'a plus la cote». Donc et ce qui est le plus intéressant d'un point de vue, valorisation, souvent, c'est quand c'est racheté par une un industriel. Parce que lui va pouvoir faire beaucoup de synergies et donc payer plus cher. Et nous, 50 de nos sorties se font auprès d'un industriel. Et enfin, avant d'acheter l'entreprise, avant de signer le mariage, en fait, on va, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, étudier d'une manière extrêmement approfondie. On va connaître intimement, très spécifiquement, la boîte qu'on veut acheter. Et on va exactement savoir déjà tout de suite, même avant même de l'avoir acheté, exactement ce qu'on peut faire, la thèse d'investissement, où est-ce qu'on veut l'amener. Donc on a une feuille de route très claire avant l'achat et on connaît d'une manière extrêmement fine l'entreprise qu'on va acheter et ça, c'est aussi peut-être lié encore plus à notre, spécialisation sectorielle. Comme je vous le disais, on va sur quelques sous-secteurs et donc on est entouré des, d'un réseau d'experts extrêmement, performants et puis aussi d'experts parfois qu'on utilise uniquement pour, sur une boîte spécifique qui va pouvoir, décrypter avec nous des choses très, parfois un petit peu complexes, notamment je pense au secteur de la santé. On n'est pas forcément on n'a pas un PhD en en santé, donc c'est vrai que c'est important d'être entouré des meilleurs qui nous aident justement à décrypter, certaines molécules ou autres. Voilà, donc ça, c'est vraiment, je pense, l'horizon de temps, la gouvernance active et la connaissance intime des boîtes qu'on achète qui fait peut-être la différence. Le fonctionnement, je rappelle rapidement le fonctionnement d'un fonds de private equity institutionnel. Alors, je vous parlais de temps long. Voilà, quand on rentre dans un fonds de private equity, on part sur une dizaine d'années. Donc, c'est un temps quand même long. Ce qui est important, c'est la période d'investissement. C'est pour ça que quand on parle de timing, il n'y a pas de market timing dans le private equity. Quand vous rentrez, en fait, si, supposons qu'un de vos clients, s'engage pour un montant de 1 000 000. Les 1 000 000, c'est un engagement. L'argent va être appelé, en fait, d'une manière successive. C'est au fur et à mesure des investissements et l'équipe d'investissement a 5 ans pour investir. Donc on a quand même une durée longue pour investir. Donc ça, c'est quand même, important et donc parfois, finalement, dans les périodes difficiles, on dit souvent, les périodes de crise sont les meilleurs millésimes.
Pourquoi on dit ça? Parce qu'en fait, nous, on a 5 ans pour investir, pour déployer l'argent, comme on dit. Et donc, ça permet aussi parfois d'avoir des opportunités parce que l'environnement est plus difficile, il y a moins de deals, et cetera. Parfois, il y a les vendeurs qui doivent vendre et donc qui sont un peu pris à la gorge. Et ben, ça crée des opportunités pour nous, fonds de private equity, de rentrer à ce moment-là et d'acheter parfois avec des meilleurs prix et des entreprises qu'on trouve très, très belles. Alors, on l'a dit, on le redit et je pense que, c'est pas magique, hein, mais je pense que c'est également les éléments que je vous ai décrits auparavant qui expliquent cette surperformance relative par rapport aux autres classes d'actifs. Quel que soit l'horizon que vous regardez, 5, 10, 15 ou 20 ans, systématiquement, le capital investissement surperforme les autres classes d'actifs. Alors, je suis pas en train de mettre en opposition toutes les classes d'actifs. Je pense qu'il faut diversifier et avoir, différentes briques. Mais c'est clair qu'en relatif, ça reste, en termes de performance, la meilleure classe d'actifs. Alors, le capital investissement, alors souvent dans la famille, alors on parle souvent d'actifs réels, des actifs privés, de l'illiquide ou des actifs non cotés d'une manière plus globale. Ça, c'est la famille globale et dans cette famille, il y a 2 grandes catégories. Il y a la catégorie, la stratégie de dette et la partie equity. Et là, vous voyez en fait sur ce graphe que, lorsque vous regardez les différents sous-segments des actifs non cotés au sens large, on s'aperçoit que le LBO, les opérations donc de capital transmission sur lequel Astorg est positionné, est extrêmement attractif. C'est là où il y a le moins de casse, parce que vous êtes sur des boîtes qui sont établies, en bonne santé et avec un des meilleurs rendements. Et là, les 17,1%, alors on est sur une période de 10 ans, on prend la moyenne de la performance des fonds de LBO sur les 10 dernières années, sachant que quand vous sélectionnez les meilleurs fonds de cette catégorie, vous êtes sur des des rendements plus élevés et à Stork, on est assez fiers, on fait partie du premier quartile, donc des 25% meilleurs fonds de la catégorie et on a été élu cette année par HEC dans les meilleurs fonds européens, parmi les 5 meilleurs fonds européens dans notre univers et parmi les meilleurs fonds, dans le monde, sachant que sur les 20 premiers, on est le seul français. Voilà. Alors là, c'est un graphique alors assez, théorique qui finalement, cherche à voir, OK, si vous aviez mis 1 € dans le premier millésime d'Astorg, donc il y a 25 ans, et on part du principe que systématiquement tout l'argent qui a été investi et les plus-values qui en sont, sorties, vous allez le réinvestir dans sa globalité au millésime d'après et ainsi de suite. Donc là, on est déjà au 8e millésime aujourd'hui. Et ben, combien vous auriez eu si vous aviez investi 1 € chez Astorg, 25 ans plus tard? La réponse c'est écrit, c'est 67 €. Je pense que c'est la démonstration, c'est l'indicateur le plus intéressant pour montrer à la fois la capacité d'Astorg à offrir des performances robustes et solides et surtout de montrer la régularité de cette performance. Millésime après millésime, on arrive à délivrer des performances très hautes et au sein d'ailleurs de chaque fonds, ce qui est intéressant, c'est que la performance, elle est pas tirée par quelques deals extraordinaires, mais on essaye vraiment d'avoir une construction de performance très homogène. On veut que nos deals délivrent entre 2 et 3 fois la mise. C'est ça qu'on recherche. On recherche pas l'exceptionnel parce que l'exceptionnel, il est pas tellement réplicable. On veut des très belles boîtes dans des beaux secteurs qu'on va accompagner, qu'on va optimiser et qu'on va bien revendre. C'est vraiment ça notre cahier des charges. Alors quand vous regardez la moyenne des concurrents, alors juste rapidement la moyenne des concurrents, on est à 31 €, ce qui est très bien, hein, et le MSCI, World, dividende net réinvesti, si vous aviez mis 1 € en 98, aujourd'hui vous auriez 5 €. Alors là, l'idée, c'est pas de dire: «Il faut tout mettre chez Astorg, il faudrait plus rien mettre sur le marché coté» et cetera. Évidemment que non. Je pense que c'est très important de diversifier et qu'une des clés, d'une bonne gestion, c'est l'allocation patrimoniale. Évidemment, il faut que toutes les briques soient représentées. Alors en fonction, de l'horizon de placement de vos clients, son profil de risque, pourquoi il épargne, dans quel but, quel est l'environnement économique, évidemment, ça va évoluer. Il y a pas c'est compliqué d'essayer de chercher la meilleure période pour investir, d'acheter au plus bas, de vendre au plus haut. On sait que ça n'existe pas. Ce qui est important, en tout cas encore plus dans le private equity, c'est de lisser et d'investir, régulièrement et d'essayer d'être sur des verticales assez différentes pour être très complémentaires. Alors là, sur ce slide, on a fait
voulu montrer quelles sont les différentes sources de création de valeur dans un deal à Storg. En moyenne, on a, depuis 25 ans, hein, quand on regarde toutes les boîtes qu'on a accompagnées, on est sur un multiple brut de 2,6 fois. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous achetez une boîte 100 €, au bout de 5 ans, qui est la moyenne de durée de détention d'une entreprise, on la vend 260 €. Ça, c'est 2,6 fois la mise. Et on a voulu regarder quels sont les moteurs de cette création de valeur. Quels sont les moteurs de performance? Et on voit en fait que le principal moteur, c'est la croissance de l'EBITDA. Nous, encore une fois, on est là pour apporter du capital financier, mais pas que, également du capital humain, une expertise, un savoir-faire, des conseils, et cetera. Aider l'entreprise à passer à l'étape d'après, je vous l'ai dit, d'avoir des nouveaux produits, d'être sur de nouveaux marchés, de nouvelles zones géographiques, de faire de la croissance externe, et cetera. Tout ça, on va l'accompagner à le faire. On sait le faire, c'est notre métier. Et la partie justement, c'est ce qui va pousser l'entreprise à avoir, une croissance de l'EBITDA forte. Après, on pose souvent la question et c'est totalement légitime sur l'effet de levier. C'est vrai que le LBO, leverage buyout, par définition, le levier, c'est important. Alors nous, chez Astorg, les équipes d'investissement travaillent très dur la journée, mais aiment bien dormir la nuit. Donc on n'est pas des forcenés du levier, ça c'est une première chose. En moyenne, on est sur 2/3 d'equity, 1/3, de dette. Alors évidemment, les taux d'intérêt qui montent, c'est pas une bonne nouvelle pour l'industrie et ça coûte un peu plus cher. Nous, aujourd'hui, la partie dette, le financement, ça nous coûte à peu près 5. Alors évidemment, c'était mieux quand l'environnement, des taux, baissait, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste très marginal aujourd'hui par rapport au résultat global et comme on est sur des actifs de grande qualité, qu'on a une très bonne réputation, on n'a aucun problème de financement. Et alors effectivement, il y a le monde du crédit qui s'est un petit peu freiné brutalement, qui a freiné brutalement. Heureusement, il y a toute la partie dette privée avec, bah, des plein d'acteurs qui sont là et qui du coup créent de la liquidité dans le marché. Donc aujourd'hui, nous, on n'a pas de sujet et en plus de ça, on se couvre, on hedge une grosse partie des taux d'intérêt, et on a une équipe dédiée chez Astorg là-dessus. Donc le plus important chez nous, c'est vraiment la création de valeur, elle se fait par la croissance de l'EBITDA. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Alors ça, c'est une image volontairement un petit peu, provocatrice. On voit qu'on est dans un monde compliqué, chahuté, il y a plein de requins et comment on fait pour traverser cette période-là? Alors là, c'est peut-être une je voulais vous non, on peut aller sur la slide précédente. Merci Nicolas. Là, c'est une photographie en fait de non, voilà, merci. Là, c'est une photographie, de la collecte sur les fonds de private equity en France. Alors ça s'arrête à fin 2022. C'est des La source, c'est France Invest, qui est l'association, heu, principale, en fait, des fonds de private equity en France. Et alors, ce qu'on voit, il y a plusieurs choses que je voulais commenter sur ce graphe. On voit qu'on reste sur des niveaux records. Depuis quelques années, ce que disait Nicolas, c'est qu'on voit qu'il y a une tendance, que le private equity, c'est une classe d'actifs qui prend tout son sens, qui a énormément d'atouts et donc qui a connu un engouement fort à la fois de la part des institutionnels. C'est à peu près entre 15 et 25 hein, d'allocation pour un institutionnel et ça n'a fait qu'augmenter ces dernières années. Et également chez les particuliers qui, il y a encore quelque temps, ne pouvaient pas avoir accès et que maintenant, ils ont enfin, accès à cette classe d'actifs qui est très attrayante. Alors on voit autre chose, on voit qu'il y a, une nette décélération au 2e semestre 2022 et ça alors là, ça va pas jusqu'à 2023, mais clairement 2023, on est vraiment sur la même tendance, décélération. Décélération de la collecte, baisse du nombre de transactions. On voit que les banquiers d'affaires, autant ça a été l'euphorie, l'année dernière, autant ça l'est un peu moins là. Mais finalement, le monde est binaire un peu. J'ai envie de dire qu'il se polarise. Soit vous avez des très beaux deals et les très beaux deals sur les très beaux secteurs, ça continue, il y a toujours des transactions et pour le reste, il se passe plus rien. C'est vraiment binaire. Autre chose que je voulais, excusez-moi, vous montrer, c'est, l'explication en fait de cette baisse, décélération de la collecte. Nicolas, il y a juste un petit peu de parasites sur la ligne. Bon, merci. Une baisse cette décélération, elle est liée en fait à 3 phénomènes principaux. Le premier, on en a parlé, c'est l'environnement, la période qui est difficile, beaucoup d'incertitudes.
de l'inflation, c'est jamais une très bonne chose pour les boîtes, ni pour les consommateurs. Un environnement également, au niveau géopolitique compliqué, beaucoup de tensions. Donc ça, c'est une première chose, donc un environnement qui finalement crée beaucoup d'attentisme. La deuxième chose, c'est la remontée des taux. Donc ça fait aussi certains arbitrages, en se disant finalement: «Est-ce qu'on n'a pas plus intérêt à aller sur le marché obligataire qui va donner finalement des taux, tout à fait corrects avec peu de risques?» Et le troisième effet dont on parle beaucoup, c'est le fameux effet dénominateur. Alors qu'est-ce que ça veut dire cet effet dénominateur? Les institutionnels, comme je vous le disais, ont entre 15 et 20 d'actifs, illiquides dans leurs, fonds propres, dans leur portefeuille. Le reste, c'est en liquide. Il s'avère que l'année dernière, comme les actions notamment ont beaucoup baissé, ils se sont retrouvés mécaniquement avec tout ce qui était liquide qui a beaucoup, beaucoup baissé en termes de valeur et du coup, les actifs, non cotés ont pris une proportion beaucoup plus forte. Donc ça a complètement déformé leur portefeuille et ils se retrouvent finalement avec une exposition mécanique sur les liquides beaucoup plus élevée. Et donc, ils ont du mal à augmenter cette poche. Ça, c'est une première chose. Il y a beaucoup, beaucoup de fonds qui ont essayé de lever en même temps, donc ça crée un effet embouteillage. Surtout que, souvent, nous, on le voit d'ailleurs dans nos fonds, en fait, on s'aperçoit que 80 des investisseurs qui avaient investi dans le millésime précédent réinvestissent dans le millésime d'après. Donc comme les instituts, quand ils sont contents d'un fonds, vont réallouer pour le millésime d'après, finalement, ça laisse plus du tout de place pour les nouveaux. Et nous, il y a un phénomène, qu'on vit actuellement qui est finalement, l'effet Europe. Je vous le disais tout à l'heure en introduction, beaucoup de nos investisseurs sont des grands fonds de pension américains ou des institutionnels, du monde entier. Du point de vue de l'américain, l'Europe, ça fait très peur. Il n'a pas forcément envie de s'exposer, sur cette zone. J'ai une anecdote qui est assez symbolique, hein, mais je trouve qui reflète bien ça. On discutait avec un patron, d'un un gros institut américain et qui nous disait, qu'il avait prévu de partir avec toute sa famille en Italie. Ça, c'était il y a peu de temps, hein, et finalement, il avait annulé son voyage à cause de ce qui se passait en Ukraine. Donc de leur point de vue, finalement, c'est l'Ukraine, l'Italie, tout ça, c'est à peu près la même chose. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément envie d'aller en Europe. Donc voilà, tous ces phénomènes fait qu'il y a une décélération de la collecte, mais on pense que de toute façon, compte tenu des atouts inhérents à la classe d'actifs, ça reste, totalement cohérent de détenir cette poche dans un portefeuille et ça a tout son sens, surtout dans la période difficile. Alors des crises, on en a vu, on en a connu. J'ai voulu, vous montrer sur cette slide, quand on regarde l'Eurostoxx 50 depuis 25 ans et on a regardé en fait combien de fois l'Eurostoxx 50 a chuté de plus de 15 sur minimum 3 mois. Moi, j'étais assez étonnée du résultat. J'aurais pas pensé, que c'était, aussi, nombreux. En fait, ça a chuté de plus de 15 sur les 25 dernières années, de 24 fois, quasiment une fois par an. Donc des crises, on en a connu, on en connaît, on en connaîtra à chaque fois, hein, chaque fois, elles sont, de différentes formes, hein, c'est ça qui est sympa, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Mais malgré tout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les marchés rebondissent et que ça crée aussi des opportunités. Alors là, c'est intéressant, c'est finalement, on regarde, les diff le monde du private equity au global, le TRI médian des fonds de private equity dans son ensemble depuis 98 et vous voyez finalement que alors même dans les périodes difficiles, finalement les TRI restent quand même très convenables et que les périodes de crise peuvent être des très belles opportunités. Donc là, la conclusion, c'est que la vraie erreur à éviter, c'est de ne pas y aller, en fait. Voilà, là, peut-être c'est en guise, presque de conclusion. Clairement, aujourd'hui, on est, confronté à une période difficile, ça crée des opportunités, ça crée également, des incertitudes, mais dans ce contexte-là, je pense que c'est très important d'être sélectif. On est convaincu chez Astor qu'il faut avoir du private equity en portefeuille, qu'il faut diversifier, essayer d'avoir des sous-segments du private equity différents, sur des verticales différentes. Mais prenez des acteurs qui sont connus et reconnus, qui ont un long track, qui ont pu prouver leur capacité à traverser des périodes difficiles. Alors nous, chez Astorg,
comme je vous le disais, le type de boîte qu'on achète, finalement, elles sont très acycliques. Par essence, on achète les plus belles entreprises dans des secteurs extrêmement porteurs, donc on est assez peu touché par l'environnement économique et vraiment on cherche des boîtes extrêmement résilientes. Ça, c'est important. Donc c'est vrai que c'est un style de gestion qui traverse assez bien les périodes qu'on connaît et prenez avec des équipes, voilà, expérimentées, importantes, staffées, qui peuvent justement, mettre toute leur expérience pour accompagner au mieux les entreprises, qu'ils achètent. Et enfin, voilà, je termine sur, en fait et ça rejoint d'ailleurs un peu, l'étude que tu montrais Nicolas sur, en fait, on a posé la question à des investisseurs du monde entier. Ça, c'est une étude S&P, Private Equity Outlook, de 2023, donc c'est récent, en disant: «Finalement, vous pensez qu'en 2023, quelle sera la meilleure classe d'actifs?» Et plus de 50 donc ils s'y trompent pas quand même si l'environnement est difficile et cetera, plus de 50 des, investisseurs interrogés, donc des grands institutionnels, continuent à penser que le capital investissement sera la meilleure classe d'actifs, la classe d'actifs la plus performante en 2023. Pour les raisons qui sont mentionnées à droite, faible volatilité, pas de timing de marché, ça c'est vraiment, extrêmement important. C'est très diversifiant et décorrélant. Et enfin, l'horizon de temps, qui est un horizon de temps long avec une gouvernance active, permet justement de pas être passif et de pouvoir aussi piloter l'avion. Voilà ce que je voulais vous dire, sur le private equity dans l'environnement actuel. Merci Joséphine. Je reprends la main effectivement pour faire la liaison avec les contrats d'assurance vie luxembourgeois qui en fait sont devenus un véhicule presque automatique pour la souscription de private equity par le fait effectivement par rapport la ségrégation des actifs. Donc vous savez qu'effectivement quand le souscripteur souscrit sur un contrat d'assurance vie luxembourgeois, on a une ségrégation des actifs avec chacun des fonds internes dédiés et du bilan de la compagnie. Et donc effectivement, dès qu'on va accéder à des classes d'actifs qui sont complexes ou non cotées, on ne va pas avoir de contamination au niveau du bilan de la compagnie et des autres clients. Et donc le client peut choisir l'actif qu'il souhaite. Et c'est vrai qu'on a vu ces dernières années en fait des tickets moyens de private equity qui ont diminué au fur et à mesure. Les gros institutionnels ou en tout cas les fonds de private equity qui s'adressaient uniquement à des institutionnels ont compris qu'à un moment donné que le particulier avec la politique de taux bas qu'ont mené les banques centrales sur les 10 dernières années cherchait un peu de rendement. Il n'avait pas forcément besoin d'avoir une liquidité à tout moment. Et donc, à un moment donné, il y a eu une espèce de protection également, entre guillemets, de l'investisseur privé. C'est un peu Ulysse et les sirènes, quelque part, c'est de se dire on est bloqué pendant 8 ans au niveau d'un fonds de private equity. Donc, il y a pas, vous allumez pas BFM tous les jours en regardant quelle est la valeur du CAC 40. Vous laissez travailler le gérant et en fait, comme souvent dans la vie, ce qui prend plus de temps en général, c'est mieux et c'est mieux et plus réussi. Et donc, en gros, vous avez un temps d'investissement qui est long, qui est en général entre 8 ans. On laisse le temps au gérant de déployer, on laisse le temps au gérant d'aller chercher des cibles. On n'est pas obligé d'aller comme un fonds coté, peut-être chercher directement des sociétés cotées. Et surtout, on débranche le côté volatilité, ce qu'ont connu finalement les clients sur des fonds euros qui ne donnaient plus beaucoup de rendement ces dernières années. Et donc, on a vu ici, chez nous, au niveau du Luxembourg, même au niveau de la France, que certaines compagnies françaises, voire même peut-être même toutes en ce moment, sont rentrées sur des fonds de private equity. Et donc, on a vu un influx sur ces fonds-là. Il ne faut pas oublier, je fais la transition avec Jérémy, que ces fonds n'ayant pas de liquidité nous soumettent, nous qui sommes finalement une enveloppe au-dessus du compte bancaire. Finalement, ce n'est pas un compte titre. Ça serait plus simple finalement de détenir du fonds de private equity sur un compte titre pour un souscripteur. Là, vous avez vraiment la compagnie d'assurance qui doit jouer son rôle de protection et de monitoring. Et donc, vous rajoutez un layer en fait sur la souscription de PE, ce qui fait que le fait que les fonds soient illiquides nous demande, nous, des vérifications et des obligations. Donc, je laisse la main justement à Jérémy qui va nous expliquer comment faire entrer finalement ce monde du non-coté dans les contrats d'assurance vie luxembourgeois. Merci Nicolas. Pardon, et merci Joséphine. Bonjour à tous. Donc, avant de commencer à parler de l'éligibilité des actifs à liquidité réduite, je propose de faire une petite parenthèse pour parler de Baloise et de sa gestion du PE.
Il est donc important de souligner que Baloise est un acteur majeur sur le marché des actifs à liquidité réduite, plus communément appelé private equity. Donc, le saviez-vous, depuis octobre 2022, une équipe dédiée dans la gestion du private equity a été créée au sein de Baloise. Cette équipe sera également renforcée donc, au cours de l'été. Elle vient donc s'intégrer parfaitement à notre département Asset, qui est composé de 3 équipes, donc liées à la valorisation, au controlling, au reporting et donc désormais au private equity. Pour information, le département comporte donc une vingtaine de collaborateurs. Ce renforcement n'est pas du tout anodin, car depuis 2018, le volume et les encours liés à ce type d'actifs a quasiment triplé dans nos livres. Donc, quelles sont les grandes familles du coup de private equity acceptées par la compagnie? On peut en compter 3. Tout d'abord, les fonds à liquidité réduite de toute nature, fonds d'investissement alternatif, immobilier, fonds de PE, etc. Les obligations privées, donc les obligations émises par des sociétés non cotées privées ou encore des véhicules de titrisation. Et enfin, les sociétés privées et non listées. En termes de répartition, nous sommes donc sur 60% de fonds, 20% d'obligations privées et enfin 20% de sociétés non cotées. On peut enchaîner. Donc, après cette petite introduction, nous pouvons donc nous concentrer sur la question suivante. Comment accéder aux actifs de PE dans des contrats d'assurance vie luxembourgeois? Lorsque nous parlons de PE, nous devons nous focaliser sur les supports tels que les fonds internes dédiés, les fonds d'assurance spécialisés ou encore les fonds internes collectifs. Les autres supports tels que les fonds externes sont exclus pour loger ce type d'actifs. Il est important de souligner que les conditions de prime, mais aussi la valeur de la fortune mobilière nette du client ont une grande importance vis-à-vis de la lettre circulaire 15.3 du commissariat aux assurances qui définit le cadre réglementaire du contrat d'assurance au Luxembourg. Les actifs à liquidité réduite sont accessibles donc à 2 catégories. Donc, tout d'abord, les clients de type C, c'est-à-dire des clients qui versent une prime initiale de 250 000 euros et qui ont déclaré une fortune en valeur mobilière nette supérieure ou égale à 1 250 000 euros. Les fonds qui leur sont réservés seront des fonds qui ont une liquidité donc comprise entre 6 mois et 1 an. Pour les fonds ayant une liquidité supérieure à une année, ces derniers seront exclusivement éligibles à des preneurs de type D, c'est-à-dire des preneurs qui ont versé une prime initiale d'au moins 1 million d'euros et qui auront déclaré une valeur mobilière nette supérieure ou égale à 2,5 millions d'euros. Donc, vous l'aurez compris, il y a une notion à éclaircir lorsque nous parlons de ce type d'actif, c'est la notion de liquidité. Lorsque nous parlons de liquidité, en tout cas chez Baloise, cela prend en compte le préavis, la valeur nette d'inventaire, la valeur liquidative, ou plus connue sous l'acronyme de NAV, mais aussi les conditions de rachat. On peut enchaîner. Donc, après le volet réglementaire, passons désormais aux prérequis de Baloise qui se définissent par plusieurs éléments. Tout d'abord, le respect du triangle de sécurité assurantiel qui est effectué entre le CAA, la banque dépositaire et la compagnie d'assurance vie est matérialisé par la fameuse convention tripartite. Cette sécurité est par ailleurs encore renforcée dans le cadre des FID, dont la gestion discrétionnaire est assurée par un gestionnaire professionnel spécialement mandaté donc, du coup, à cette fin par la compagnie d'assurance, ce qui crée une ségrégation juridique et matérielle supplémentaire entre le souscripteur d'assurance et les actifs sous-jacents à son contrat. Bien entendu, dans le cadre d'AFAS, il n'y a pas de gestionnaire, mais toutes professionnels interviennent, donc on peut les citer, les courtiers, les brokers, les conseillers en investissement, mais lorsque le souscripteur d'assurance
souhaite prendre directement part à la sélection des actifs de son FAS, on parle de FAS sans conseil. Cela, comme vous l'aurez compris, pardon, comme cela, vous l'aurez compris, pas de nature à rompre du coup le triangle de sécurité que je mentionnais tout à l'heure. Donc, autre point à prendre en considération, il s'agit bien entendu de la typologie du client que nous venons de détailler dans le slide précédent. Autre point majeur, il s'agit de la stratégie du client, donc son profil d'investissement, qui selon nos prérequis sera à minima dynamique. Le quatrième élément, c'est la qualification d'investisseurs éligibles, donc qui a aussi une très grande importance, car nous nous référons donc aux définitions mentionnées dans les prospectus lorsque nous parlons de fonds ou dans les terms and conditions lorsque nous sommes dans des actifs de type obligataire. Par rapport au contrat du client, il convient de veiller à bien respecter le ratio de liquidité donc, au sein du contrat. De manière générale, nous allons autoriser 60% de private equity ou d'actifs à liquidité réduite au sein du contrat, mais ce pourcentage peut varier en fonction du marché, du type de contrat, si on parle d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation, ou encore en fonction de la typologie du client, à savoir s'il s'agit d'une personne morale ou d'une personne physique. Donc, pour déterminer ce ratio, il est important de noter que nous tenons compte de l'engagement total du contrat en ALR, donc en actif à liquidité réduite, ce qui inclut non seulement le montant effectivement souscrit lors de la souscription initiale et au fur et à mesure des appels de fonds, mais également les engagements non encore appelés et de la valorisation de la position pendant la durée de vie du fonds. Donc, dernier point réclamé par Baloise, il s'agit du respect de la due diligence donc interne. On peut citer à titre d'exemple donc l'analyse des actifs à liquidité réduite avant investissement. Pour cela, il faudra donc que l'on obtienne la documentation d'émission de l'actif, c'est-à-dire le prospectus, les statuts, les termes et conditions, etc., etc. Les résultats financiers des sociétés de gestion ou encore de l'émetteur. À ce sujet, j'attire votre attention sur le fait que l'ensemble de ces documents doit nous parvenir en amont de l'investissement, avec, si possible, suffisamment de temps pour nous permettre de réaliser notre due diligence dans de bonnes conditions. Bien entendu, la documentation, quant à elle, devra être définitive. Donc, toujours dans le cadre de notre due diligence, nous avons besoin de recevoir, donc, pour le volet AML, l'identité des bénéficiaires effectifs de l'actif, donc de manière à permettre et à procéder du coup à nos propres vérifications. Enfin, pour clôturer notre due diligence, il faut mettre en place une lettre de transférabilité. Par rapport à cette lettre, il convient de noter qu'elle est obligatoire et peut être établie selon deux modèles différents. Donc, soit on va parler de nominatif administré ou nominé transparent, c'est-à-dire que la lettre est négociée avec l'actif cible, par exemple la société de gestion du fonds, ou encore en pur nominé, donc nominé opaque, c'est-à-dire que la lettre est négociée directement avec la banque dépositaire qui agit en tant qu'agent nominé. Tu n'as pas ton micro. Ouais, on va le voir justement par la suite. Du coup, les conditions de cette transférabilité. Donc, on peut nous attarder maintenant sur les difficultés, mais aussi les cas spécifiques. Et je voulais juste revenir du coup sur la notion de liquidité des actifs. J'ai volontairement du coup omis de parler de certaines clauses présentes au sein des actifs à liquidité réduite et qui viennent renforcer leur nature illiquide. On peut citer à titre d'exemple du coup les lock-up, les hard lock-up ou encore les gates ou encore les restrictions au rachat. Ces dernières, lorsqu'elles sont présentes au sein d'un fonds, on peut citer à titre d'exemple du coup les lock-up, elles impactent directement sa liquidité, c'est-à-dire que si le prospectus prévoit du coup ce type de clause, par exemple une impossibilité de transférer ou de demander le rachat de l'investissement
pendant X années, par défaut, le fonds sera considéré éligible uniquement pour des preneurs de type D. Bien entendu, lorsque cette période de blocage est échue, nous pouvons revoir cette codification et donc du coup l'éligibilité du client cible. Donc, il y a d'autres difficultés qui interviennent du coup dans la vie du contrat. Donc, le cas du décès de l'assuré ou encore le rachat. C'est pourquoi justement cette fameuse lettre de liquidité est essentielle afin de procéder à tout investissement au sein d'actifs à liquidité réduite. Par ailleurs, les actifs sous-jacents, donc au contrat en unité de compte, devront pouvoir être déposés et conservés sur un compte bancaire. Donc là, on fait référence au triangle de sécurité. Il est essentiel qu'elle soit dématérialisée, c'est-à-dire qu'on obtienne un code d'ISIN. Dans le cas des actifs à liquidité réduite, mais surtout en ce qui concerne les sociétés non cotées ou les obligations privées, cette condition n'est pas accessible. Donc, cela est essentiel pour nous, notamment pour pouvoir obtenir la parfaite représentation de l'actif, donc déposé au sein de la banque dépositaire. Par conséquent, Baloise ne procédera à aucun investissement dans un titre dont la dématérialisation ne sera pas au moins en cours. Et pour finir et rejoindre en tout cas les propos de Nicolas et de Joséphine que nous avons pu entendre tout à l'heure, les événements économiques mondiaux ont des impacts significatifs durant toute la durée de vie du fonds à liquidité réduite ou non. Donc, et c'est également le cas dans le contrat d'assurance vie lui-même. Les conséquences du Covid, par exemple, de la guerre en Ukraine, de l'inflation, la hausse des intérêts ou encore des faillites de certaines entreprises peuvent générer un certain stress sur le marché financier, mais on peut noter que les actifs à liquidité réduite du fait de leur investissement à très long terme ont un pouvoir de résistance supérieur comparé aux autres actifs. Je reprends la main pour clôturer et ouvrir la séance de questions-réponses. Donc effectivement, vous avez vu que quand on rajoute finalement le contrat d'assurance vie au-dessus du produit de non coté, nous, on se heurte en fait à sa nature non cotée quelque part, dans le sens où nous, Baloise, va devenir l'actionnaire du fonds de private equity, comme on deviendrait l'actionnaire de n'importe quel fonds qu'on détient finalement dans nos livres. Et donc, on est obligé, nous, de faire une due diligence sur le fonds par rapport au fait qu'on va accepter ces investissements au sein des contrats. Donc, forcément, on a toute la partie aussi euh, politique, sociale, etc., qui vient en compte. On ne va pas investir dans des fonds qui investissent dans des thématiques qui ne sont pas alignées avec nos valeurs, etc. Et on a également un contrat d'assurance vie et donc un souscripteur qui peut décéder. Et donc, on doit pouvoir, nous, transférer le fonds à des bénéficiaires. On ne peut pas les garder sur fonds propres. Et donc, quelque part, on va devoir, le fait que ce soit illiquide, il n'y a pas de marché liquide réglementé, donc on ne peut pas passer un ordre de vente et ça ne va pas matcher avec quelqu'un qui va acheter le fonds tout de suite, même si ça peut exister, mais en tout cas, on a besoin d'une certaine réactivité. Et donc, on a besoin d'avoir toutes ces vérifications qui soient faites au niveau préalable pour accepter des fonds de private equity. Alors, on voit, on a vu une grosse accélération, nous, sur le private equity par rapport à ce que je disais tout à l'heure au niveau de l'environnement économique dans lequel on était avec les Toba, etc. Quid maintenant du futur, quelque part. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont descendu leur seuil d'acceptabilité à 100 000 euros, notamment sur la France avec des FIA, des fonds d'investissement alternatifs ou autres, pour attaquer effectivement le segment des investisseurs privés. Il y a d'autres acteurs qui veulent créer des plateformes, des marketplaces de fonds de private equity. Et en fait, en gros, la question que je me pose et qu'on se pose, c'est de se dire, quid de rendre un actif illiquide liquide? Est-ce qu'on ne retourne pas finalement vers un marché qui est de la cote, etc. Donc effectivement, ce que Joséphine soulignait tout à l'heure, c'est de dire, travailler vraiment avec des gens qui ont
l'expertise. Et au niveau de l'environnement économique, eh ben, on va voir qu'effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, ce que Joséphine disait, c'est que peut-être maintenant, les souscripteurs qui, il y a quelques années, il y a 5-6 ans, allaient chercher du rendement sur des fonds de private equity en disant, OK, je vais chercher du rendement, j'ai un lock-up de 8 ans, parce que de toute façon, je sais que les taux vont rester bas. Maintenant, le souscripteur auquel on propose un dépôt à terme à 4,5% en dollars, il va peut-être se poser la question de se dire j'ai du 4,5% en dollars avec une liquidité, pour le coup, là, sur 12 mois. On fiche quand même 12 mois de liquidité versus X rentabilité sur 8 ans. Voilà, la balance va commencer à se faire, étant donné qu'on rentre dans un monde qui n'est plus les mêmes qu'il y a une dizaine d'années. Alors, au niveau des questions, Sarah, je ne sais pas si tu es là. Moi, je les vois, les questions, si tu veux, Nicolas. Tu les vois pas? Il y en a, oui. Il faut que tu ailles tout en bas, à droite. Au niveau des questions, peut-être prendre des questions, Jérémy, si tu veux bien, sur le côté des questions. Par exemple, avez-vous un document Baloise spécifique à signer par le client pour la reconnaissance de son éligibilité? Alors, oui, parce que ça se fait par l'intermédiaire du coup de la side letter. Donc, cette information est reprise dans ce document. Peux-tu nous fournir une liste de fonds PE déjà agréés par Baloise ainsi que l'invest minimum? Oui, ça, c'est quelque chose qu'on a effectivement qui bouge assez régulièrement. Jérémy et son équipe ont effectivement tous les checks qu'ils ont fait. On a les fonds les plus couramment souscrits quelque part avec les minimums. Chez Baloise, pour un fonds comme le dernier millésime Astorg, le client doit être classé en C ou en D. En fait, si je ne dis pas de bêtises, c'est du D, étant donné qu'on a un lock-up, Joséphine, de quelques années quand même là-dessus. Oui. Voilà. Tu veux peut-être dire un mot sur l'éligibilité du fonds chez nous? Ou Jérémy? En fait, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, le fonds Astorg est bien référencé chez nous. Il est éligible à des preneurs de type D avec un profil à minima dynamique. Donc, il y a bien une période de lock-up assez longue de plusieurs années sur ce fonds. Joséphine, peut-être pour toi, une fois que vous avez sélectionné votre cible, quel audit effectuez-vous? Alors, les audits, je vous le disais, l'étude préalable avant de nous forger une conviction et de faire une offre pour acquérir l'entreprise, ça dure en fait le sourcing, comme on appelle ça, c'est très long. C'est plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça coûte beaucoup d'argent et on va faire appel en fait à des spécialistes, à des cabinets de consultants pour regarder à la fois tout ce qui est les comptes, tout ce qui va être au niveau des ressources humaines, de la stratégie de l'entreprise, du commercial. Quoi, vraiment, on va retourner toutes les pierres de tous les pans de l'entreprise. On va avoir une connaissance assez, je dirais pas parfaite, mais pas loin, de l'entreprise qu'on va vraiment complètement mettre à nu. Donc d'ailleurs, c'est des montants qui se chiffrent en millions, hein, ce travail d'audit. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est très important au préalable de se forger une conviction très forte pour y aller, et quand on y va à fond. N'y a-t-il pas une corrélation directe entre valorisation des sociétés et les différentes injections de liquidités des banques centrales? Oui, en fait, c'est la valorisation des sociétés qui est faite vis-à-vis effectivement du taux sans risque et de l'environnement économique. Alors, je sais quid du futur sans ces possibles injections qui se retrouvent dans les valorisations. Est-ce que, Joséphine, peut-être tu as un input là-dessus? Alors, il y a plusieurs éléments que je veux souligner. La première chose, c'est évidemment toute cette injection massive des banques centrales dans l'économie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est peut-être sur des niveaux d'inflation extrêmement élevés et que tous les actifs, je pense, il y a quasiment pas d'exception. L'immobilier, les actions, etc. Tout a augmenté puisqu'il y avait énormément de liquidités qui étaient injectées dans l'économie, et tout ça, évidemment, ça a créé en fait peut-être un peu plus de cherté, et donc ça, effectivement, on en a bénéficié, mais c'est vrai pour toutes les classes d'actifs. Alors le fait qu'il y ait plus ces injections, en fait, encore une fois, nous, notre métier, c'est très micro, en fait. On est assez peu corrélés à la macro. Nous, on achète des boîtes, comme je vous disais, parmi les plus belles, avec des business models extrêmement différenciants qui, qui ont typiquement, là, on a une boîte en portefeuille qui s'appelle Solina, qui est une boîte spécialisée dans tout ce qui est ingrédients alimentaires pour toute l'industrie agroalimentaire. C'est une très belle boîte qui travaillait essentiellement en Europe.
Elle n'était pas du tout présente aux États-Unis. Or, aux États-Unis, vous voyez les énormes chaînes alimentaires. Alors, c'est pas forcément très à la mode ce que je vais dire, mais notamment d'essayer de travailler avec un Burger King ou Starbucks pour tout ce qui va être ingrédients. C'est des choses, c'est en termes de part de marché, c'est énorme. Et ça, on a aidé à faire ce move pour cette boîte qui va beaucoup plus d'ailleurs se mettre. On l'a mis sur une tendance beaucoup plus justement bio, naturelle, etc. Parce que c'est ce que recherchent les consommateurs. Et tout ça, finalement, peu importe de l'environnement économique. Vous voyez ce que je veux dire? La capacité, pour une entreprise à croître, alors évidemment, si elle a moins de consommateurs et cetera, mais comme on est sur des marchés de niche qui sont poussés très fort par l'environnement, typiquement dans la santé, c'est pareil. On a une boîte en portefeuille qui va être, beaucoup axée à tout ce qui va être, des lipides et cetera, des molécules nécessaires pour des vaccins ou pour, tout ce qui est, oncologie. Bah, malheureusement, c'est des tendances, qui sont pas vraiment près de s'arrêter et ça, typiquement, c'est en termes de croissance, c'est des marchés qui sont à 2 chiffres. Donc l'environnement macro, on regarde pour se forger des opinions sous les sous-secteurs qui vont être portés, par exemple, par un changement réglementaire, des choses comme ça. Et ensuite, c'est vraiment de la micro, c'est vraiment la qualité intrinsèque de l'entreprise. Nous, ce qu'on cherche, j'aime bien faire cette analogie qui peut paraître un peu simpliste, mais parfois on nous dit: «Vous payez un petit peu cher chez Astorg». Qu'est-ce que ça veut dire payer cher? Moi, je préfère acheter des boîtes de grande qualité. On va acheter le penthouse vue Tour Eiffel plein sud sur le Champ de Mars. Bah, lui, il a finalement même quand le marché immobilier peut chuter ou va, être chahuté, quand vous achetez des biens de grande qualité, la valeur intrinsèque, elle baisse beaucoup moins. Elle va beaucoup moins baisser qu'une, qu'un appartement rez-de-chaussée, plein nord dans un quartier qui est pas forcément terrible. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'une boîte super bien gérée, de grande qualité, qui est sur un secteur extrêmement porteur, si elle coûte pas cher, c'est qu'il y a un loup. Donc nous, on achète de la qualité. Et quand d'ailleurs on achète, on sait déjà à qui on peut la revendre 5 ans plus tard, en fait. Tout ça, ça fait partie, en fait, de notre vision et ce qu'on regarde, c'est: «OK, on l'achète à tel prix, mais combien on peut la vendre demain?» Et encore une fois, ce que je vous disais, c'est que notre objectif, c'est la vendre en moyenne 2,5 fois sur un multiple supérieur, plus cher et au minimum 2 fois. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le type de deal qu'on cherche. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais d'accident, c'est possible, mais on évite au maximum et on n'en a vraiment pas beaucoup. Merci. Une question, la dernière. Quel est le montant minimum par fonds que vous acceptez? En fait, nous, on n'a pas forcément de montant mini par fonds. Quelque part, c'est plus le fonds, le contrat lui-même qui va déterminer si le fonds est accepté ou pas. Alors, il y a 2 aspects à prendre en compte. Tout d'abord, c'est le minimum donc d'investissement requis donc dans le prospectus et nous, de notre côté, on aime bien, quand on est sur un fonds de private equity, avoir un minima de 100 000 €. Donc, là, c'est plus, par rapport au caractère MiFID. Les considérations techniques, effectivement. Voilà. La dernière question peut-être de Philippe, donc Vas-y, qui je te laisse. demande, donc quid des obligations de crowdfunding, donc B-bonds en termes de type de feed? Bah, les obligations B-bonds sont des obligations privées et la seule possibilité de pouvoir en sortir, c'est à la date de maturité. Donc en fonction de sa date de maturité, on sera uniquement normalement sur des clients de type D dès qu'on dépasse l'année d'investissement. Ouais, c'est vraiment ces critères de liquidité qui nous caractérisent en fait les clients accessibles dans les différents fonds. Une question pour Joséphine, qui est le ticket minimum pour le fonds Astorg, le millésime en cours. Alors, ça a changé depuis parce que là, on est en train de lever le fonds 8, donc le 8e millésime sur la partie flagship, donc les entreprises, large cap. Moi, quand je suis arrivée, c'était 5 millions au départ, donc c'était il y a 6 mois et donc moi, j'étais embauchée par Astorg pour justement développer la clientèle des investisseurs privés et donc je leur ai dit que 5 millions pour un seul, investisseur, quoi, le premier investissement, ça faisait un peu beaucoup. En tout cas, si on voulait, heu élargir notre base de clientèle et aller, sur cette clientèle-là, donc c'était pas adapté et donc j'ai réussi à avoir gain de cause, je suis contente. Aujourd'hui, le minimum, c'est 500 000 €. Ce qui reste des tickets élevés, hein, évidemment, on en a bien conscience, mais c'est 500 000 €.
On a une question. Qui choisit la banque dépositaire et sur quels critères? La banque dépositaire, elle est normalement choisie par le courtier qui lui-même a son client qui va déterminer logiquement à quelle banque dépositaire il travaille, tout en sachant on insuffle quand même, nous, de notre côté, le fait de travailler avec des banques dépositaires qui nous aident à valoriser et à déposer les fonds de manière plus facile. Voilà, donc on laisse la main au courtier, au broker qui va choisir, qui va créer son FAS, étant donné que derrière, il faut également les agréments de banque dépositaire et les conventions du FAS avec la banque pour pouvoir la choisir. Et c'est vrai que on a nous-mêmes, Jérémy aussi, toi, de ton équipe, on a des biais sur certaines banques avec lesquelles ça fonctionne mieux que d'autres. Tout à fait. Je n'ai pas d'autres questions. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. On a tenu 1h05. On est dans le timing. Bon, en tout cas, on est toujours à votre disposition. Si vous en avez qui viennent entre-temps, on sera ravis d'y répondre. Et merci encore pour l'invitation, hein, Nicolas et Jérémy. J'étais ravie de participer à ce webinaire. Merci beaucoup. Merci à toi. Je pense que c'était important d'avoir l'input de vraiment quelqu'un du terrain qui puisse, surtout en ce moment, on a un environnement qui est quand même changeant et qui a changé. Même pas changeant, je pense qu'il a changé maintenant. Ouais. On peut dire qu'on est de l'autre côté de la barrière depuis quelques mois, même au niveau des taux, au niveau du contexte, etc. Inflation, je pense que maintenant l'inflation, voilà, on est arrivé sur un plateau haut. Et donc, peut-être que le monde qu'on a connu les 10 dernières années, ou en tout cas les 5 dernières années, sur tout ce qui était fonds de PE, TOBA, etc., valorisation des actifs, va effectivement changer. Mais ça va rester une classe d'actifs qui va rester dans les portefeuilles des clients. Bien sûr, une partie seulement d'allocation, comme tu le disais, qui va être complétée par des actifs immobiliers, liquides, hedge funds ou autres. Mais en tout cas, le fait qu'il n'y ait pas de liquidité et qu'il n'y ait pas de volatilité, en tout cas sur les lignes des portefeuilles des clients, je pense que ça enlève un mauvais biais financier au niveau de la clientèle privée qui est effectivement de peut-être sortir au mauvais moment. Tout à fait. Et également pour nous au niveau de la profession, d'avoir des encours qui sont stables et donc qui permettent des investissements dans des sociétés qui voient du cash rester dans les comptes. Et même au niveau des encours chez nous ou des encours au niveau de nos courtiers et des banques dépositaires, ça fait des encours stables également. Ça les protège malgré eux parfois. Et ce qui est intéressant, quand on regarde quand même la classe d'actifs, moi je suis assez fan de la classe d'actifs. Alors je viens du monde du côté, j'ai basculé dans l'autre monde, mais c'est quand même les atouts inhérents au private equity qui font qu'à la fois ça a de la performance, la décorrélation, pas de volatilité, on le disait, et c'est tangible, c'est concret. Et ça, c'est quand même, encore une fois, on n'est pas passif. Et on va pas uniquement avoir un cours de bourse qui va évoluer parce qu'il y a un mauvais tweet ou parce que avec une vision très court-termiste, parfois qui n'a rien à voir avec l'entreprise elle-même. Donc tout ça fait que ça fonctionne et je pense que les réponses aux questions qui ont été posées le prouvent bien. C'est-à-dire que ceux qui ont goûté au private equity, y reviennent. Hein. Après, moi, j'ai toujours du mal d'opposer finalement économie réelle, parce que qu'est-ce qu'une économie irréelle finalement quand les politiques nous disent qu'il faut investir dans l'économie réelle. Mais si vous investissez dans une action Coca-Cola, je ne sais pas combien de bouteilles de Coca-Cola se vendent à la minute en 1 heure de webinaire qu'on a parlé, combien de millions de bouteilles se sont vendues. C'est du réel quand même, mais effectivement la volatilité qui est implicitement et toute la dérive des produits dérivés qu'on a eu peut-être avec des CDS et autres sur la crise immobilière en 2008 fait qu'on a un mauvais biais sur le côté. Quoi. Non, mais je pense que quand on parle de l'économie réelle, je disais tout à l'heure, c'est 90% des entreprises aujourd'hui sont pas cotées. Et donc, si vous voulez avoir une économie forte, il faut des entreprises fortes, des entrepreneurs, de l'innovation. Et en fait, le marché coté, il est essentiel, il a plein de vertus, mais ça va vraiment financer des très grosses entreprises et c'est beaucoup moins local dans l'injection directe de l'économie réelle. Je pense que c'est plus ça, en fait. Voilà. 3 questions qui sont arrivées en même temps. C'est comment faire pour joindre Joséphine? Je pense qu'il faut souscrire 500 000 € pour avoir le Non, on donnera les coordonnées. Il y a des emails qui partiront à la fin du webinaire avec toutes les coordonnées, la présentation, etc. Quel type de reporting et à quelle fréquence? Je pense que ça s'adresse plutôt à Joséphine.
On est sur des reportings trimestriels et très détaillés. Et l'intérêt d'ailleurs dans le fonds Astorguid, donc qui est le dernier millésime qui est en cours de levée, c'est qu'on a déjà fait 4 investissements. Donc vous investissez pas dans une blind box entre guillemets. Il y a déjà 4 investissements, donc quasiment 40% du fonds qui est investi sur des secteurs assez différents, des entreprises d'ailleurs à la fois anglaises, allemandes ou autres. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces entreprises se comportent. Et en fait, ce qui est et encore une fois, ça ne fait que valider la thèse et notre stratégie d'investissement. C'est qu'aujourd'hui, les 4 entreprises, elles sont au-dessus de leur BP, leur business plan. Elles vont très bien et on est sur une croissance de l'EBITDA autour de 20%. Donc, on est quand même, encore une fois, assez peu impacté directement par l'environnement macro. Voilà. En guise de conclusion. Je pense, top. Plus d'autres questions. Je laisse 2 minutes si y a autre question. Sinon, merci à tous. Merci encore. Merci. Et toutes les présentations vont partir et les contacts également. N'hésitez pas si vous avez besoin d'infos. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. À bientôt.